Donc il est temps de dresser le bilan de cette manifestation qui a réuni bien des talents aujourd'hui, hier, et essayer autant que possible de le faire revivre avant de nous quitter. Organiser un colloque, c'est postuler a priori une polyphonie qui a du sens, sans savoir quel sera le résultat final. Car chacun dans cette rencontre se veut un soliste à part entière, ayant à cœur de choisir un angle inédit. La synthèse venue, on s'aperçoit au final que chacun fait plus que d'interpréter ce qu'on imagine être sa partition. Et par conséquent, il est difficile de tirer des conclusions a priori. Nous avions 4 thèmes. Le premier, quelques Montpelliérains d'expédition en Égypte, nous a permis, grâce à Thierry Lavarbre-Bertrand, d'effectuer un parcours érudit avec l'école de santé de Montpellier, créée le 4 décembre 1794, qui s'est illustré, entre autres, avec 2 personnages remarquables. L'un est René Dufriche de Genette, homme à l'esprit universel, voyageur et curieux, comme le veut la tradition montpelliéraine. Thierry Lavarbre-Bertrand nous entraîne dans son sillage à Montpellier, auprès de Barthès, dont il est proche, puis en Égypte comme médecin en chef qui a soigné la peste, ayant sévi dans les rangs de l'armée d'Égypte lors de la campagne de Syrie et au Caire. Ce qui l'amène à un brillant commentaire des pestiférés de Jaffa de Gros. L'autre appartient au milieu médical, c'est le futur baron d'Empire Dominique Larrey, chirurgien, promoteur en Égypte de la médecine d'urgence, en créant un service de santé, l'ambulance volante, le CHAMU, comme il l'a dit, de la psychothérapie. S'inscrivant dans l'esprit d'une réflexion intellectuelle voulue par Bonaparte, il traque le trachome, qui est l'ophtalmie d'Égypte, sans oublier les remarques qu'il effectue sur les momies d'Égypte, comme nous l'avons rappelé, et sans compter, évidemment, l'embaumement du malheureux Kléber, poignardé par Souleymane El Hapi, dont le crâne est conservé au musée de l'Homme. Il initie enfin le service de santé des armées. Christian Nicke, lui, pose le problème en décrivant d'emblée le cortège des horreurs de cette conquête menée en vue de créer une colonie. Les savants sont là pour aider, il a dit, l'armée d'Orient. Pendant les mois ayant précédé le colloque, il m'en parlait. Christian Nicke n'a cessé d'ajouter des pages à l'histoire des militaires montpelliérains en réussissant à brosser le portrait de 5 d'entre eux, tous enfants de la Révolution, et à travers lesquels il a pu montrer le prix humain d'une guerre menée contre les Mamelouks par un corps expéditionnaire harcelé par des difficultés. Chaque portrait est l'occasion de décrire la guerre sans concession. Nous étions ramenés au fait, si dur fussent-ils, même à travers les actes des 5 hommes dont il a dressé le portrait par les heures et malheurs. Sa description de la prise de Jaffa amène à réfléchir à l'idée même de guerre. Il peint les massacres, les pillages, les souffrances de l'armée, le suicide maquillé de François Mireur, la propagande, on n'a rien inventé, le dégoût et l'effroi, l'abandon des malades et des pestiférés. Je veux remercier Christian Nicke car il a relevé un défi alors qu'il était accablé de tâches. Jean-Paul Sénac a abordé l'histoire de la Société archéologique de Montpellier, notamment en donnant un coup d'éclairage à Germain Piron, trésorier de l'expédition, qui avait réussi à réunir une collection ayant échappé à la réquisition des Anglais. Et surtout, il a évoqué la problématique du soufre du texte grec de la pierre de Rosette, exécuté par Ali Rafno de Lille et utilisé par Edmé Jomard pour le dessin publié, la description qui était au centre de la problématique abordée aujourd'hui. Le deuxième thème a débuté avec un éclairage de votre serviteur sur la façon dont les hiéroglyphes s'inscrivent dans l'histoire de la pensée avant Champollion, en prenant comme exemple des savants remarquables tels que l'Aixois, Nicolas Clotaire Péresque, le président François-Xavier Bond de Saint-Hilaire, l'Audois Don Bernard de Montfaucon et le Toulousain Guillaume Bonjour, des méridionaux qui lui ont ouvert la voie par leurs travaux. Mais il fallait également témoigner du rôle que le XVIIe siècle avait joué dans la connaissance du copte, chaînon indispensable du déchiffrement des hiéroglyphes, en insistant, comme l'a fait Nathalie Bosson, sur la Scala copto-arabe conservée à la bibliothèque de médecine de Montpellier, un jalon qui nous relie à Péresque et à l'érudit Saumaise, lancé dans cette aventure extraordinaire. Elle a réussi par un travail d'archives à retracer les pérégrinations du manuscrit ayant abouti entre les mains du Dijonnais. Mais surtout, elle a expliqué ce que sont les scalae, des documents normatifs destinés à sauver la langue liturgique,
Le manuscrit, elle a montré également que le manuscrit H199 possède une grammaire, c'est-à-dire une mukalima et 2 échelles de Sunlam, mais la grammaire chez les Coptes se perd même si les grammairiens que l'on voit défiler sont connus. La grammaire de Samanoud se fossilise, on garde tout, mais on ne jette rien. Mystère du manuscrit H199, Scala de Cambridge, une autre Copte, la Scala 72 de la BN qui est inachevée. Tout cela représente naturellement à ses yeux et aux yeux de la coptologie un intérêt majeur. Le rôle des savants a été, comme nous le savons, fondamental. Si l'égyptologie a pris un tour inattendu, c'est grâce à l'appui, au soutien, à l'intuition, entre autres, de personnages haut placés, tels que Joseph Fourier, philosophe et mathématicien, et Jean-Antoine Chaptal, qui ont placé les Champollion sur une trajectoire scientifique. Nous devons cela à notre collègue Jean Dombre, grand spécialiste de l'aventure savante du XIXe siècle, et de Joseph Fourier, en particulier auteur de la longue préface de la description de l'Égypte. Il a joué donc un rôle dans l'imagination commandée par Chaptal, qui y a mis des moyens. Jean Dombre nous emmène sur les traces d'un génie républicain qui apprend à penser à nouveau frais, en nous montrant Fourier faisant une démonstration en Caire et incarnant une méthode révolutionnaire. Pas une science magistrale, il l'a dit, mais réaliste, sachant en tant que philosophe que les lumières ne marchent pas en Égypte sans respect de l'islam et sans fraternisation. Nous avons été sensibles au fait que Fourier s'est servi d'idée d'académie et a aussi réussi à modérer les savants, de relativiser leur vue. C'est une révolution culturelle. Les mathématiques changent de regard à propos du zodiaque de Nédéra. Horreur d'un Fourier, le défilé iliaque de Duterte. Il applique le principe si connu, ne sutor ultra crepidam, ne pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Il nous montre les savants passionnés par cette Égypte remarquable. Au-delà de la découverte de la pierre de Rosette, il nous a semblé qu'il était important de l'aborder du côté égyptien en tant que décret de Memphis, rédigé sous le règne de Ptolémée Épiphane, dans une société biculturelle où les prêtres s'attaquant à la traduction des textes effectuent un travail de traduction. Non, dit-il, en empruntant une chronique humoristique, il ne s'agit pas d'une pierre gravée pour Champollion. On doit cette présentation à Jean-Yves Carrez-Maratray, qui présente un document législatif émis au cours d'un synode plénier. On entre avec lui dans la classification des synodes, le nombre des décrets trilingues, 7 en tout, entre Ptolémée II et Ptolémée V. Il bat en brèche la vision d'une dégradation de la royauté au profit du clergé égyptien, mais surtout il replace Nicopolis, Parat à Thalassios, à côté de la mer, dans son contexte historique, en rappelant la nécessité des fêtes comme ciment social. Enfin, Bernard Mathieu retrace la carrière de Champollion. Le déterminant du frère, celui de Fourier comme préfet d'Isère, la découverte en 1798 de la pierre par un bouchard appartenant à la commission des sciences et des arts, sa reconnaissance du bilingue ou du trilingue, comme on veut. On suit Bernard Mathieu qui montre le rôle de Jomard, mais rappelle l'intelligence de l'abbé Barthélemy qui apporte un élément essentiel, les cartouches, la lecture des cartouches, qui contiennent les noms des souverains. Il évoque également cet échec de Sylvestre de Sacy dans sa lettre à Chaptal, celui même d'Ackerblad avec le démotique, le succès relatif même de Thomas Young. Il évoque aussi le débat le débat qui l'oppose à Champollion, les mauvaises manières également de Sylvestre de Sacy. Il faut dire que ces mauvaises manières ont été nombreuses contre Champollion, mais Champollion lui-même n'était pas d'un caractère facile, puisqu'il évoque ce venin caché dans du sucre, mais lui-même n'était pas tendre. L'Égypte des pharaons est appréciée par Jung, Champollion y reconnaît l'apport de Jung, et soudain, c'est la lettre à M. Dacier qui apparaît comme le basculement du symbolisme vers la compréhension du système. Il laisse donc par là sa carte de visite à la postérité. Dans le thème 3, avec Livia Meneghetti, un autre personnage émerge, qui n'est pas de même taille naturellement, mais qui est tout aussi intéressant. Jean-François Ailé Champollion, Perrault, un bonapartiste qui fait carrière dans l'archéologie, qui obtient ses lettres de noblesse en acquérant le titre de concierge de la Maison Carrée. Exit Perrault, qui a eu tort d'avoir raison, comme elle l'a montré, comme nous le savons, comme ceux qui s'intéressent à Perrault le savent. Soudain, il se reconvertit comme égyptologue en créant un musée d'antiquité locale en 1824 autour de la Maison Carrée. Et naturellement, ce qui est intéressant chez lui, c'est d'avoir
c'est d'avoir rapporté des momies, surtout dans un but d'instruction assez bizarre, puisque cet égyptologue d'un jour substitue ce qu'il qualifie de pantomime à la lecture des hiéroglyphes. Il adopte le principe, si on me permet, de la mumiapédia. Il démontre par le truchement des sarcophages qui, à ses yeux, permettent de lire le monde égyptien, comme le montre son essai sur les momies en 1843, en aidant la vérité. Mais elle montre, grâce à un courrier à Alexandre Dumaige, que Champollion a vu la momie en passant à Nîmes en 1830, une momie probablement issue de la collection de Rovetti. Il se montre également comme un forain antiquaire, montreur de momies, démailloteur, et celui-ci s'inscrit dans un siècle friand de sensations et d'inquiétudes. Il renoue avec une pratique du XVIIIe siècle. Frédéric Servajan dresse un portrait de François Domat, différent du personnage vu par ceux qui l'ont connu comme au Kaléidoscope. En fait, c'est une autorité morale, un homme très bien formé du point de vue intellectuel, érudit, déjà fasciné par l'Égypte. Et cette autorité morale, catholique convaincu, il s'entourait d'ailleurs, toujours d'hommes de foi, se perçoit dans ses œuvres. Il poursuit avec générosité l'œuvre d'Émile Chassinat. Il entretient une amitié avec Serge Zonneau. Mais en 1856, avec la guerre de Suez, c'est le séquestre, et Lifauk, au cours de ce séquestre, poursuit son activité à partir de Castelnau. L'activité reprend après le séquestre. Il crée, en même temps, aussi une chaire d'égyptologie en 1969, grâce, en s'aidant d'une bibliothèque, acquise, des collections Veil et Plenkov. Aujourd'hui, un fonds majeur en égyptologie mondiale. Portrait, il effectue, un portrait de bâtisseur avec un fond orientaliste large. Bref, évidemment, un grand savant, un humaniste, en prise, toujours sur le monde réel. Dans le thème 4, Jean-Claude Gaulvin a fait émerger sous nos yeux le monde de la restitution artistique et scientifique qu'il présente comme sous l'angle de l'histoire et des préjugés avant l'expédition d'Égypte. Denon initie une restitution systématique dans son journal de voyage. Jean-Claude Gaulvin évoque avec la mission Girard une approche des architectes, des géomètres, des dessinateurs, avec les yeux neufs de la rigueur, de plus dans le cadre d'une guerre asymétrique. Il insiste sur la faiblesse des moyens, le recours au système D, un talent certain dans les relevés, mais qui parvient à ces hommes, à aboutir à des restitutions crédibles, servies par une vision encyclopédique des vues d'ambiance, des relevés des restitutions, exit finalement l'art classique, mais parfois avec un habillage folklorique qui découle de la lecture des textes classiques. C'est la révélation qu'il y a pour eux. L'Égypte est une révélation. Mais surtout, Jean-Claude Gaulvin retrace sa propre vision de l'Égypte, adossée à celle de la description, sans oublier un portrait de Champollion sans concession, qui s'est attiré, comme il l'a dit, des ennemis puissants. Milena Perrault traite de la Villa Laurence, dont le propriétaire est un voyageur épris de voyage en Orient. Nous la suivons dans les dédales de cette maison, riche de souvenirs, en lien avec ses voyages, et dont M. Laurent Félix dirige le chantier de restauration. Le décor égyptien concerne de nombreux lieux, et notamment dans l'escalier, et sa présentation illustrée des photos dont elle est l'auteur expérimenté nous a permis de comprendre, étayé par un vocabulaire choisi, les niveaux de surinterprétation, de réinterprétation, de surinterprétation de l'art égyptien à partir du dessin de Prise d'Avène, et des emprunts symboliques aux éléments provençaux comme la cigale d'Apollon. Les décors peints à l'égyptienne, empruntés à Prise d'Avène, sont mêlés des décors pompéiens. En bref, on y voit qu'il y a une continuité entre l'intérieur et l'extérieur, des compositions florales avec des bouquets, montés, des coïncidences inattendues qui n'étaient qu'hybridations surprenantes. Toutes ces remarques sont le fait d'une égyptologue qui maîtrise un sujet réclamant beaucoup de sensibilité par une étude iconographique, puisqu'elle y reconnaît Cléopâtre VII dans les sources et en visitant ces réinterprétations du XIXe siècle. Je crois qu'on discerne à travers ce travail exégétique d'étonnantes mises en abîme qui se réinventent sans cesse. Bénédicte Loyer se veut l'autrice d'un intermède où elle retrace les origines de l'égyptomanie romaine, la redécouverte de la tombe de Toutankhamon et l'engouement général dont elle jouit, une soi-disant malédiction, des décès inexpliqués. Cela devient un sujet utile pour alimenter une toute mania, des soirées déguisées égyptiennes, des balles avec la touche Toutankhamon pendant les années 20 et 30. C'était vraiment une riche présentation
très documenté, plongeant dans la mode, la coiffure, la bijouterie, la chanson. Je crois que le public a été littéralement fasciné par ce thème, présenté de façon vivante et richement coloré. Et enfin, le docteur Élisée Lopez, ayant cédé à ma pression amicale, et je le remercie encore naturellement, nous a fait le plaisir d'un divertissement musical qui allie, grâce à l'érudition et l'histoire de la musique, des extraits musicaux, une iconographie de qualité. Pour moi, c'était une véritable découverte parce que nous ne l'avions pas vu ensemble. C'est avec plaisir sans partage que nous avons pu écouter des voix dans les extraits de l'Isis sulfureuse de Lully, du Jules César de Handel, qui nous ont ramenés au cœur des sentiments exacerbés des siècles passés. Élisée est un pédagogue remarquable qui, en présentant des extraits, sait peindre de sa voix chaude les ambiances, qu'il s'agisse de Mozart, Rossini et bien entendu Verdi, dont l'œuvre Aïda a attiré 8 millions de spectateurs. Nous avons entre autres été fascinés par l'étonnant Ahmeten de Philippe Glass, mais en général nous avons apprécié la délicatesse du choix des extraits, communion avec une sélection d'images qui en faisait un plaisir de l'ouïe et de la vue. Au final, on a pu voir une palette de talents. Et je veux me faire l'ambassadeur de l'Académie et de la SAD auprès de nos conférenciers pour les remercier encore une fois. Mais mes remerciements vont aussi, il va sans dire, aux modérateurs, Jacques Touchon, Gilles Gudin-Vadrin, Béatrice Bacouche et Bernard Lebleu. Il s'adresse également à Hilaire Giron qui nous a fait bénéficier de ses talents précieux. Et ceux que le public n'a pas vus, Claude Balny, qui a réalisé les captures de son et d'images, Claude Lambolet, qui a été notre vecteur auprès de la presse. Je pense également à Gilles Gudin-Vadrin dans un autre rôle, puisqu'il était mon compagnon de route dans ce voyage et qu'il était prêt à reprendre le flambeau. Bref, tous ceux qui ont prêté la main à ce qui a abouti à un magnifique colloque, et bien entendu, je ne saurais oublier notre secrétaire perpétuel pour son immense dévouement, sans qui notre académie ne serait pas ce qu'elle est. Avec Nicole Nick, ils ont été aux petits soins pour nos conférenciers, et je les salue avec toutes mes amitiés. Je vous remercie à tous.